Salut les amis. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo pour me faire plaisir pour le sujet principal. C'est une idée qui me trottait dans la tête depuis un moment et je vais finalement la réaliser. Alors, depuis que vous regardez des dessins animés japonais, vous vous êtes sûrement dit comme moi que dans Dragon Ball Z on avait les personnages les plus puissants. Après tout, dès l'arc Saiyan, nous avons quasiment presque tout le monde, ou disons un niveau de puissance équivalent pour détruire une planète. Et ça n'a fait que s'améliorer depuis. Des niveaux de puissance absolument phénoménaux. On se disait bien évidemment qu'il n'existait aucun autre univers dans un animé différent qui avait des puissances aussi monstrueuses. Mais avec le temps, après avoir revu plusieurs fois Senseiya, ou plutôt l'intégralité, j'ai finalement compris que Senseiya aussi possède des personnages assez puissants pour rivaliser avec eux. Et dans cette vidéo, je vais vous aider à comprendre ce point de vue. Pourquoi est-ce que Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque, posséderait une puissance qui rivaliserait avec les Saiyans dans Dragon Ball Z? Bon, je tiens à préciser que dans cette petite comparaison entre les Chevaliers du Zodiaque et Dragon Ball Z, je parle uniquement de Dragon Ball Z et Dragon Ball GT. Je n'inclus pas encore DBS. Je ferai une petite comparaison avec DBS, mais vers la fin. Bon, maintenant je vais vous expliquer en commençant par comparer les forces, c'est-à-dire le physique, la puissance, à savoir leur énergie, et les différentes compétences, c'est-à-dire, enfin, quand j'y viendrai, vous comprendrez. Alors, il est bien évident qu'au niveau de la force physique, les Saiyans sont supérieurs. Presque tous les personnages dans Dragon Ball Z possèdent une force absolument incroyable. Dans Senseiya, ils possèdent bien sûr des entraînements pour augmenter leur force, mais les chevaliers des Zodiacs les plus puissants ne comptent pas sur leur force physique. Ça a été dit au début de l'anime. Les chevaliers des Zodiacs possèdent un corps d'humain normal. C'est uniquement leur cosmos qui est différent. Ce qui fait qu'au niveau physique et purement physique, les Saiyans sont évidemment supérieurs. Mais là où je vais arriver à un point intéressant, c'est au niveau des puissances. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Quelle est l'énergie, enfin, quelle est la meilleure énergie entre le cosmos, la cosmo-énergie, et le ki, une énergie présente dans dans chaque personnage de Dragon Ball Z? Cogitez quelques secondes là-dessus. C'est bon? Vous vous êtes sûrement dit en majorité que c'était l'énergie, le ki, après tout, avec ce qu'ils font avec. Mais en réalité, sans parler de puissance pure, le cosmos est supérieur au ki. Je vais vous expliquer pourquoi. Chaque combat dans Dragon Ball Z se base sur l'entraînement de cette puissance, son utilisation, et à ne pas trop l'épuiser car après vous êtes fatigué. C'est un peu votre énergie vitale. Sauf que contrairement à Naruto, si vous l'épuisez totalement, vous ne mourrez pas. Et c'est là que le cosmos est différent. Le cosmos peut être développé grâce à un entraînement, mais il dépend aussi de la volonté. Prenons... euh, qu'est-ce que je pourrais prendre? Tiens, prenons Dragon Ball GT, vers la fin, quand la fusion entre Gogeta s'est malheureusement terminée et que ni Sangoku ni Vegeta sont en Super Saiyan 4. Peu avant le Genki Dama final, Vegeta était à terre, totalement épuisé. Il s'était transformé en super guerrier pour un dernier assaut contre Lee Shinron, mais ça n'a rien donné. Et là, prenons Seiya et ses potes, ou non, juste Seiya, face à Thanatos, quand malgré leurs efforts avec leur armure d'or, ils n'ont pas réussi à le battre.
Seiya se relève une dernière fois et, poussé par une volonté extrême, débloque l'armure divine. Vous voyez la différence? Le ki, l'énergie, dépend uniquement de votre condition physique. Enfin, j'avais plutôt simplifié. Quand vous utilisez tout votre ki, vous êtes épuisé et vous ne pouvez plus l'utiliser si vous ne vous reposez pas pour recharger vos batteries. Mais le cosmos est différent. Quand vous utilisez la cosmo-énergie et que vous êtes épuisé, vous pouvez toujours faire appel à la même puissance que vous aviez au départ, voire même une puissance supérieure. Parce que si vous avez la volonté de vous relever, votre cosmo-énergie ne vous laissera pas tomber. Et c'est pour ça que cette énergie est supérieure. Souvent dans les combats dans les Chevaliers du Zodiaque, c'est toujours quand ils sont à bout de force qu'ils utilisent leur dernière volonté pour se relever et donner l'assaut final qui est d'une puissance supérieure à ce qu'ils ont fait avant. C'est pour ça que la Cosmo-énergie est supérieure au Ki dans Dragon Ball Z. Maintenant parlons des puissances. Vous vous dites sans doute que les Cosmo-énergies ne peuvent pas donner une puissance suffisante pour détruire une ou plusieurs planètes. Eh bien, non, c'est faux. Elles peuvent obtenir un tel pouvoir. Bon, je vais donner deux exemples. Un qui ne sera peut-être pas pris au sérieux, et un deuxième très sérieux. Et tous les deux se passent au même moment. Enfin, pas tellement, mais vous allez comprendre. C'est quand Ikki est face à Hades qui possède Shun. Quand Ikki va l'attaquer avec les ailes du phénix, il lui dit que son attaque peut détruire des planètes. Oui, voilà. Ikki dit qu'il peut détruire des planètes, donc sa cosmo-énergie lui permet de détruire une planète. Oui, je vous l'ai dit, c'est pas sérieux, comme certains vont me dire, c'est l'animé, c'est pas forcément les paroles écrites dans le manga. Et l'autre raison, c'est Hades, justement. Si vous avez vu Senseiya Hades jusqu'au bout, et vous avez intérêt, parce que ce serait vraiment gâcher une série parfaite. Pas parfaite, mais une super série. Hades veut créer l'ultime éclipse, aligner toutes les planètes du système solaire pour créer une éclipse parfaite, qui plongerait la Terre dans un nouvel ère de glace et effacerait toute vie à sa surface. Mais Hades le fait pendant que 1. Il essaie d'avoir le corps de Shun, 2. Quand Shun est libéré, qu'il emmène Athéna et qu'il est sous forme d'âme, 3. Qu'il livre son dernier combat. Hades, comment je pourrais vous expliquer ça? Pourrait passer une journée tout à fait banale pendant que l'ultime éclipse est en cours. Il possède assez de puissance pour aligner toutes les planètes du système solaire, tout en ayant une journée totalement banale. Ça prouve à quel point il est puissant. Et bien sûr, vous vous dites, c'est un dieu. Bien évidemment qu'il est puissant. Bien évidemment que lui soit plus puissant que que certains personnages de Dragon Ball Z, ou plus puissants tout court. Mais ce que je veux vous faire comprendre par là, c'est qu'il ne faut pas oublier que Seiya et ses potes ont réussi à le blesser, à l'envoyer valser même contre un mur. Ils ont utilisé assez de puissance pour blesser un dieu comme Hadès, ce qui veut dire que leur énergie n'est pas négligeable. Les Chevaliers du Zodiaque possèdent une puissance hors norme, une puissance qui leur permettrait bien sûr de rivaliser avec les Saiyans dans Dragon Ball Z. Et c'est renforcé par les armures divines. Bien sûr, je devrais surtout le mentionner. Vous savez tous que l'armure est essentielle pour le chevalier, car c'est ce qui permet de le protéger des attaques. Ils ont des corps d'humains normaux, sans armure, leur corps ne pourrait pas supporter une attaque pareille. En gros, si jamais Seiya se prend un Kamehameha de Goku sans son armure, il est perdu. Sauf bien sûr s'il arrive à le contrer grâce au météore de Pégase. Oui, là c'est différent.
Et maintenant que j'ai parlé des puissances, je vais parler des compétences. Alors, dans Dragon Ball Z, nos personnages principaux n'ont pas vraiment différentes compétences très particulières. Il est vrai que Tortue Géniale possède le Mafuba, cette technique de scellement, que Tenshin Han peut se faire pousser 2 bras en plus et se dédoubler, comme Krillin et Piccolo. Krillin possède la morsure du soleil pour éblouir ses adversaires. Mais ça s'arrête là. Tout ce qui est magie, c'est plus chez les ennemis que l'on voit ça, comme Babidi. Sinon, il y a aussi le déplacement instantané de Goku. Mais ça, c'est avec les extraterrestres, les Yardra. Il est aussi vrai qu'ils peuvent utiliser de la télékinésie. Nous avons vu Goku l'utiliser. Je pense que si lui en est capable, tous les autres le sont aussi s'ils se concentrent assez. Surtout Tenshinhan et Chaos. Oui. Après tout, Chaos aussi a déjà fait de la télékinésie. Voilà en gros les compétences diverses que l'on peut retrouver dans la Dragon Team. Maintenant, chez les Chevaliers du Zodiaque, c'est toute une panoplie. Bon, Seiya n'en a pas vraiment. Shiryu possède son bouclier indestructible. Enfin, le plus résistant, hein. Yoga utilise des techniques de glace. Ça, c'est quelque chose. Geler son adversaire, ça lui permet de le ralentir, de faire qu'il se déplace nettement moins vite. Shen, lui, bon, il a ses chaînes et sa tempête nébulaire, mais ça reste des attaques basiques. Et maintenant, nous avons Ikki. Lui, il peut créer carrément des illusions. Et ça, c'est un plus. Je pense que très peu de personnages dans Dragon Ball Z peuvent résister aux illusions. Et je ne vous ai cité que nos 5 chevaliers de bronze principaux. Si je parlais aussi des autres chevaliers d'or, ça irait aussi dans le même délire. Le chevalier du Verseau et son pouvoir de glace. Shaka qui peut carrément envoyer des personnes dans d'autres mondes, dans d'autres dimensions. Enfin, d'autres mondes, puisque sa technique s'appelle... Enfin... Bref, que s'ouvrent les 6 mondes, dit un truc comme ça. Désolé, je ne suis que de la parodie. Et nous avons aussi Saga, qui peut envoyer les personnes dans d'autres dimensions. Cette technique d'autres dimensions lui permet aussi de se téléporter. Il peut aussi prendre le contrôle des personnes et faire que cette emprise soit délivrée uniquement s'il tue quelqu'un. Voyez les différentes compétences assez intéressantes qui peuvent vivre, qui sont supérieures à ceux des personnages de Dragon Ball Z. Mais le point, le meilleur point que je donne à Dragon Ball, enfin aux Chevaliers du Zodiaque, c'est aussi leur vitesse. Les Chevaliers de Bronze classiques peuvent atteindre la vitesse du son. Enfin, Seiya l'a fait, je suppose que les autres le peuvent. Et les Chevaliers d'Or peuvent aisément atteindre la vitesse de la lumière. Et dans Dragon Ball Z, je pense qu'ils peuvent tous se déplacer plus vite que le son. Oui, mais je ne pense pas qu'ils puissent aller plus vite ou aussi vite que la lumière. Contrairement aux Chevaliers du Zodiaque, leur cosmo-énergie leur permet d'aller au-delà de la vitesse de la lumière. C'est vrai que cette vitesse supraluminique ne pourrait être, disons, montrée une fois dans la série, dans l'arc sanctuaire, justement, quand Seiya arrive à battre Aliolia, qui était sous l'emprise de Saga. Il a réussi à contrer son éclair foudroyant, ou plasma foudroyant, car il a pu anticiper la technique. Ce qui veut dire que pendant un bref instant, Seiya se déplaçait plus vite qu'Aliolia, ce qui veut dire qu'il est passé à une vitesse supraluminique. Mais c'est un fait, je pense, que des chevaliers assez entraînés comme les chevaliers d'or et nos 5 chevaliers de bronze principaux peuvent aller au-delà de la vitesse de la lumière. Ils ne font sans cesse que dépasser leurs limites, alors atteindre une vitesse supraluminique,
Ça leur demanderait des efforts, mais ils y arriveraient. Surtout que je vous ai parlé du fait que dans Dragon Ball Z, les personnages ont une grande... Enfin, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais les personnages ont bien évidemment une grande résistance, nous l'avons vu. Une résistance qu'ils peuvent moduler d'ailleurs, mais ils sont résistants, contrairement aux personnages de Dragon des Chevaliers du Zodiaque qui possèdent un corps humain normal. Mais cette fois, je vais vous dire ce que je pense à ce sujet. Entre l'univers le plus... Qui est l'univers le plus fort? Dragon Ball Z ou les Chevaliers du Zodiaque? Eh bien, je vote pour les Chevaliers du Zodiaque. Je vous ai parlé de leur vitesse et de la résistance des personnages de Dragon Ball Z. Mais ça n'entre pas en compte chez les Chevaliers du Zodiaque. Ils peuvent se déplacer à une vitesse supérieure que les personnages de Dragon Ball Z, ou disons Sangoku et Vegeta. Et quand les chevaliers s'entraînent, pour la plupart, leur entraînement constitue à briser la liaison entre les atomes. Ce qui veut dire qu'ils peuvent virtuellement briser n'importe quelle matière. Et la chair d'un Saiyan n'y ferait pas grande résistance face à leur pouvoir. Si je peux prendre Seiya contre Sangoku encore une fois, Seiya pourrait très bien se déplacer proche de Goku sans qu'il ne s'en rende compte et lui donner un coup mortel directement au cœur. Bien que Goku puisse avoir une grande résistance grâce à son énergie, une attaque qui peut briser la liaison entre les atomes ne lui permet... Enfin, ne traverserait tout simplement son corps comme si c'était un humain normal. Voilà, les chevaliers du Zodiaque sont très puissants. Bien sûr, vous avez le droit de ne pas tout à fait être d'accord, de vous dire que ça dépendrait de quoi déjà? Oui, de la situation. Qu'en situation réelle, rien ne se passe vraiment comme prévu. Mais pour vous dire que je ne vois pas comment est-ce que ça pourrait clocher. Si un Saiyan, Goku ou Vegeta sont face à un chevalier d'or, ils pourraient cligner de l'œil et le chevalier d'or serait déjà derrière eux. Même s'ils arrivent à détecter sa cosmo-énergie, ça ne sert à rien de savoir où est ton adversaire si tu te déplaces 100 fois plus lent que lui. Bien évidemment, je pourrais aussi parler du déplacement instantané de Goku. Cette technique est un déplacement instantané. Bien sûr, je ne devrais pas parler de ça, mais dans le film Couleur Métal, les 100 000 guerriers de métal, Goku et Couleur Métal se déplacent, on va dire, nettement plus vite grâce à cette technique. À un moment, on voit Couleur qui s'apprête à attaquer Vegeta, et Vegeta ne voyait rien, car Goku et Couleur se déplaçaient bien trop rapidement. Bien évidemment, ça c'est dans le film, et on peut difficilement dire si cette vitesse était une vitesse de la lumière ou une vitesse supraluminique. Et bien évidemment, le déplacement instantané permettra à Goku d'éviter les coups de son adversaire, car non seulement il pourrait le faire, il pourrait se déplacer plus rapidement qu'un chevalier d'or grâce à ça, mais un chevalier d'or serait incapable de prédire où est-ce que Goku pourrait apparaître. Mais pour vous dire, je ne vois mal Goku pouvoir détruire une armure. Non, excusez-moi. Je vois mal Goku détruire une armure divine. Oui, car les armures, on les a vues détruites très souvent. À part les armures divines. La seule fois où vous verrez une armure divine brisée, c'est quand Hadès aura réussi à planter son épée dans le torse de Seiya. L'épée d'Hadès, ce n'est pas rien, c'est quand même l'épée dans l'armure d'un dieu. Mais sinon, les armures divines sont bien sûr d'une résistance tout à fait supérieure. Je vous invite à regarder la série Senseiya Soul of Gold pour savoir à quel point une armure divine peut être puissante. Résistante. Dans cette série, ils affrontent. C'est basé sur les Chevaliers d'Or. Je vous la conseille. Je ne vais pas tout vous spoiler, mais de toute façon, les génériques vous diront quel est bien sûr le cœur de la série. Ce sont les armures divines des Chevaliers d'Or.
Ouais, quand j'ai vu cette série, j'ai vraiment halluciné, j'étais euphorique. Non seulement tu as les armures divines des Chevaliers d'Or, mais tu as en plus leur forme brute dans un générique de fin. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une forme brute d'une armure, c'est la forme qu'elle a lorsqu'elle est dans son cube, dans sa boîte. Oui, quelque chose de magnifique, je vous ferai dire. Mais voilà, vers la fin de la série, ils affrontent un dieu maléfique. Et leurs armures, vous ne les verrez pas être abîmées, car ce sont des armures divines. Et une armure divine est nettement plus résistante. Alors, les Chevaliers du Zodiaque pourraient battre l'univers de Dragon Ball Z, mais uniquement si ce sont les 12 Chevaliers d'Or et les 5 Chevaliers de Bronze principaux qui y vont avec l'armure divine. S'ils n'ont pas d'armure divine, le combat pourrait être bien plus équitable, car ils pourraient avoir une grande puissance et une grande vitesse, mais une résistance réduite. Et qui sait, ça pourrait peut-être jouer en la faveur de Goku ou Vegeta. Maintenant, je vais passer avec Dragon Ball Super. Alors, pour Dragon Ball Super, les niveaux de puissance sont bien sûr encore au-dessus, quoique étaient encore au-dessus. Si je n'ai pas parlé de Dragon Ball Super ou ne voulais pas l'inclure, c'est parce que les niveaux de puissance sont un peu trop hasardeux. On ne sait jamais vraiment à quel point un adversaire est puissant, car tout peut changer d'un épisode à un autre, d'un scan à un autre. Mais pour vous dire, je pense que là aussi, les Super Saiyan bleus ou Ultra Instinct maîtrisé ou forme de Vegeta, Prince de la Destruction, non, je vais exclure cette forme-là, car elle est encore toute nouvelle et on ne sait pas à quoi elle ressemble. Non, on ne sait pas de quoi elle est capable. Toutes les transformations que j'ai citées précédemment peuvent facilement être battues par un chevalier du zodiaque avec une armure divine. Car après tout, Goku s'est fait transpercer le cœur en Super Saiyan Blue grâce à un simple rayon laser, ce qui m'a montré que la résistance d'un Super Saiyan bleu est nettement plus inférieure à la résistance d'un Super Saiyan normal. Franchement, vous l'avez vu souvent dans des films où Goku se prend des coups sans vraiment réagir. Et là, par le laser d'un pauvre type, d'un pauvre sbire de Freezer, il se fait mettre à terre. Ce n'est vraiment plus le même guerrier, mais ça vous le saviez déjà. J'aimerais aussi mentionner que les chevaliers du zodiaque peuvent également balancer des attaques d'énergie pure. Si vous connaissez Senseiya, et je suis sûr que vous le connaissez, chaque chevalier possède ses propres techniques. Prenons par exemple Masque de Mort. Non, pas lui, j'aimerais revenir à lui plus tard. Prenons plutôt Camus. Je vous l'ai dit, vous le savez, il utilise des techniques de glace. Mais s'il le veut, il peut bien sûr utiliser une technique qui n'utiliserait que sa cosmo-énergie. Comme avec Shun, quand on a eu son flashback où il partait de son île. Il a montré à son maître sa vraie puissance en balançant un coup d'énergie pure. Évidemment, c'est une chose qu'on n'a plus revue, mais contrairement à ce que vous auriez pu penser, il en est capable. C'est juste qu'il est basé sur ces techniques de prédilection qui ont un nom. Et pour revenir à Masque de Mort, lui aussi. D'ailleurs, il est la preuve que les chevaliers peuvent utiliser des attaques d'énergie pure. Je suis désolé de vous parler de ça car c'est un épisode de Sensei Soul of Gold, mais je vais devoir le faire. Quand il a affronté, on va dire, un des grands méchants de la série, il a utilisé toute sa cosmo-énergie suite à l'obtention de son armure divine dans une seule attaque qui était une attaque d'énergie pure. Si je veux dire ça grossièrement, on pourrait comparer ça à un Final Flash, sauf qu'il a fait avec son poing et pas avec ses deux mains. Donc voilà, je vous ai dit qui était le plus fort dans l'univers des animés entre Senseiya et Dragon Ball Z. Vous pouvez discuter en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou non. Et
Et j'aimerais ajouter un petit bonus, oui. Euh, Désolé avec la luminosité de ma vidéo qui a l'air de changer, je n'ai rien pu faire face à ça. Mais mon bonus est là, enfin je vous donnerai deux bonus. Mon équipe pour le tournoi du pouvoir avec des chevaliers, et le bonus qui va suivre tout de suite, les divinités dans Senseiya. Je trouve que les divinités sont vraiment des salopes. Et ça, c'est à cause du film. Le pire film Senseiya que j'ai jamais vu. Franchement. Euh, pour vous la faire simple, dans ce film, Athéna a eu des ennuis parce qu'elle a tué Hadès. Et les Chevaliers d'Or ont été punis car ils l'ont aidé. D'ailleurs, si vous avez vu Senseiya Hadès en entier, vous savez que les Chevaliers d'Or se sont tous sacrifiés. Surtout que le seul Chevalier d'Or encore vivant à ce moment, c'était Doko. Mais bon, ça nous a montré que les Chevaliers d'Or n'avaient pas disparu. Je suppose que c'est le côté de l'âme immortelle. Le seul bon point que j'aurais pu trouver dans ce film. Ah non, il y en a un autre, mais il est coquin celui-là. Quand je disais, vous ai donc dit les ennuis que Athéna et les chevaliers ont eu à cause de ça. Mais ce n'était vraiment pas justifié du tout. Pour revenir aux chevaliers, ils l'ont dit, ils ont servi Athéna. Ils sont sous ses ordres et ils les blâment parce qu'ils ont tout simplement fait leur boulot. Pour revenir à Athéna, elle a tué Hadès, car monsieur voulait empiéter sur son territoire. On a l'impression que les dieux n'aimaient pas Athéna quand on y réfléchit. Ils détestent les humains et ils ont balancé Athéna s'occuper de personnes qu'ils détestaient. Je suppose qu'ils se sont dit, allez, bon, la gamine un peu saoulante, donne-lui ce truc dont personne ne veut. Et au final, on a Poséidon qui veut la terre, Hadès ensuite qui veut la terre, quoique il donnait plus l'impression de vouloir éradiquer l'espèce humaine. Mais voilà, vraiment des salopes, les divinités. Tout ce qu'Athéna a fait, c'est défendre son territoire, protéger ceux dont elle avait la charge. Elle a scellé Poséidon et a fini par tuer Hadès. Mais Hadès et Athéna sont des ennemis de toujours. On le découvre quand vous regardez Senseiya Hadès. En réalité, l'arc sanctuaire avec Saga qui a remplacé Chion en tant que grand pop, l'arc Poséidon qui voulait de nouveau faire des siennes, tout ça n'était pas la raison de la réapparition des chevaliers du Zodiaque sur Terre. Non, la vraie raison, c'était parce que le combat contre Hadès allait commencer. C'est uniquement pour ça que les chevaliers d'or sont réapparus. Enfin, que les chevaliers se préparaient. Et Hadès et Athéna se battent depuis très longtemps. Bien sûr, on dit que c'est tous les 200 ans que Hadès réapparaît et que le combat contre Athéna recommence. Mais on peut dire depuis carrément des milliers d'années. Vous divisez par 200 par 2000, et Athéna et Hadès se sont déjà battus 10 fois. Est-ce qu'on peut reprocher à Athéna d'avoir finalement tué ce parasite qui lui pourrit la vie et tue les humains qu'elle aime tant? Non. Pourtant, ces imbéciles de Dieu l'ont décidé ainsi. Pfff, de vrais salopes, je vous dis pas. Ouais. Et le film, franchement, il était pourri. Ils te mettent le problème là parce que ouais, gna gna gna, Athéna a tué Hadès. Oh, c'était pas bien, honte à toi. Même si t'as fait ce que tu devais faire. Ouais, ça c'est mon opinion personnelle, mais eux ne sont pas d'accord. Et ce que j'aimais pas dans ce film, c'est qu'à la fin, tout le monde meurt. Parce que dans les films, normalement, tout est bien qui finit bien, avec le combat dur des chevaliers qui arrivent à protéger leur déesse. Même si, d'après ce qu'on m'a raconté, ils ne sont pas tous morts à la fin. Le dernier personnage, Apollon, qui s'est pointé, aurait
effacé la mémoire de tout le monde et aurait tout reconstruit. Je ne suis pas convaincu, vraiment, car après tout il allait gagner. Seiya n'aurait rien pu faire contre lui. Tout ce qu'il lui a fait, c'est une éraflure. Mais voilà. Bon, je vais peut-être arrêter de parler de ce film. Ah, et je vous mettrai la scène en plus, qui était le point en plus de ce film. L'autre point en plus, c'était aussi que Marine a finalement retrouvé son frère. Et pour ceux qui suivent Senseiya Next Dimension, si je vous dis ça, je vous spoil un truc. Tant pis, je ne vous le dirai pas. Et le deuxième bonus, à savoir l'équipe pour le tournoi du pouvoir, je prendrai bien sûr les 5 chevaliers de bronze que l'on connaît. Ensuite, je mettrai Shaka, car sa technique pour envoyer les personnes dans d'autres mondes sera très pratique. Doko, car il a l'habitude de se battre sur des champs de bataille. Ensuite, je prendrai Aliolia, parce qu'il est un peu le Seiya pour les Chevaliers d'Or. Vous vous en rendrez compte quand vous regarderez Senseiya Soul of Gold. Ensuite, Saga, parce que réputé être le plus puissant des Chevaliers d'Or, c'est quelque chose. Pour le dernier, je vous laisse choisir, parce que j'hésite entre Milo, qui a le pouvoir d'empoisonner ses adversaires grâce à son aiguille, et Masque de Mort, car il possède un pouvoir assez cheaté, extraire l'âme du corps de son adversaire. Car oui, c'est vrai qu'on le voit aller dans l'autre monde pour continuer le combat, mais au début, quand il l'a fait contre Shiryu, il l'avait laissé en plan. C'est grâce à Athéna que l'âme de Shiryu est retournée dans son corps, et que quand Masque de Mort a recommencé, il est directement allé voir si Shiryu allait rester dans l'autre monde. Oui, c'est une technique vraiment impressionnante, et qui pourrait poser problème aux participants, même au tout-puissant Jiren. Alors voilà, ma vidéo se termine maintenant. J'espère que celle vous aura plu. Alors, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et à la prochaine, les amis. 涙よりも優しい歌を悲しみよりそのぬくもりを